J'ai une première expérience entrepreneuriale qui est pas vraiment un succès, pas vraiment un échec. Et là, t'es tombé le coup près de l'URSSAF. Et là, j'ai dit, j'arrête. Je m'étais donné 2 objectifs. Pas bosser à Paris, pas bosser dans l'informatique. Et 6 mois plus tard, je bossais à Paris dans l'informatique. Comment est-ce que tu arrives chez Krispy Kreme avec ton expérience? Je suis mis en relation avec un entrepreneur, Alexandre Mezoué, le CEO de Krispy Kreme, qui me dit « Putain, je lance un super truc, des donuts Krispy Kreme en France, ça me marquait incroyable. » Parfois, on arrive, on se dit « Ouais, bon, ce job. » Le regret d'avoir loupé quelque chose est moins important que le regret de ne pas avoir fait quelque chose qui aurait pu marcher. Alors laisse-moi deviner la suite. Là, une fois que tout fonctionne, tu te demandes qu'est-ce que tu fais après? Bienvenue dans Let's Talk About You, le podcast qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui influencent la trajectoire d'entreprises renommées. Nous connaissons leur société, mais nous ne connaissons pas leur nom. Nous utilisons leurs services, nous consommons leurs produits. Ils prennent des décisions qui influencent nos vies. Mais qui sont-ils? Nous allons le découvrir ensemble. Je suis Oméric Dessart, entrepreneur, auteur et podcasteur. À travers ces échanges, je souhaite mettre en avant la personnalité de celles et ceux qui ont tant à nous raconter. Toutes les 2 semaines, retrouvez un nouvel épisode sur votre plateforme favorite. Pour les recevoir directement, je vous invite dès à présent à vous abonner. Très bonne écoute! Aujourd'hui, rendez-vous avec Thibault Lagorce, Chief Digital Officer de Krispy Kreme France. À la tête de la stratégie omnicanal et data-driven, il pilote l'essor de la marque dans l'Hexagone. De l'ouverture de la première boutique au Forum des Halles en décembre 2023, en passant par le lancement des plateformes Uber Eats et Deliveroo en mars 2024, jusqu'à la mise à disposition d'armoires de donuts chez Franprix très récemment. Spécialiste de l'IA et des parcours clients connectés, il transforme la chaîne en un leader numérique qui fait fondre le cœur et la concurrence. Allons vite explorer son parcours et découvrir sa recette pour le succès. On en profitera pour creuser comment la data révolutionne le donut, ses ambitions pour 2025 et comment il imagine notre pause gourmande demain. C'est parti! Bonjour Thibault! Bonjour Oméric! Merci beaucoup de nous accueillir dans les bureaux récents de Krispy Kreme. Oui, assez récent puisqu'on n'existe que depuis même pas 2 ans encore en France. Alors, toute première question, est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien sûr. Merci beaucoup. Deuxième question, est-ce que tu peux nous partager ton état civil? Oui, Thibault Lagorce, 50 ans. J'ai 3 enfants, 3 garçons. Bonjour à tous les 3. Est-ce que tu peux nous partager ton souvenir d'enfance le plus lointain? Mon souvenir d'enfance le plus lointain, c'est, je dirais que c'est quand je jouais aux billes sur le terrain de jeu du lotissement où mes parents habitaient et où l'idée c'était de construire des parcours de billes pour ensuite jouer avec mes copains et à celui qui allait le plus vite jusqu'à la ligne d'arrivée. T'avais quel âge? Je devais avoir pas plus de 5 ans. Et c'était où géographiquement? C'est dans l'Essonne, une petite ville à côté d'Évry. D'accord. Donc t'as toujours vécu dans le Grand Paris? Pas du tout, en fait. Mais donc je suis né en région parisienne. J'ai vécu jusqu'à 6 ans. Et puis ensuite, mes parents ont décidé de quitter cette région parisienne tentaculaire, alors qu'eux, ils étaient tous les 2 natifs parisiens, pour aller dans la Loire, à côté de Saint-Étienne, une petite ville pas très connue, enfin un petit peu connue, qui s'appelle Firminy. Donc j'ai passé une bonne partie de mon enfance là-bas, jusqu'à ce qu'ensuite ils redéménagent, mais pour aller plutôt en montagne au-dessus de Saint-Étienne, dans le massif du Pilat. Voilà. Et puis après, j'ai fait mes études à Lyon. Et pour la petite anecdote, quand j'ai quasiment terminé mes études, fin des années 90, je m'étais donné 2 objectifs. La première, c'est de pas bosser à Paris. Et la deuxième, c'est de pas bosser dans l'informatique. Et 6 mois plus tard, je bossais à Paris dans l'informatique. Et alors, tu as fait quoi comme études? Alors, j'ai fait l'INSA de Lyon, qui est une école d'ingénieurs où en plus j'ai une section, enfin une scolarité aménagée parce qu'à l'époque je faisais du sport de haut niveau. Et donc dans une option génie industriel, génie productif, donc sur la gestion de la production des entreprises, que j'ai complété
un peu plus de 10 ans plus tard, par un master marketing et communication à l'ESCP Europe pour compléter, voilà, formation ingénieur, formation commerce et marketing. Et alors, si tu reviens sur ton sport, le sport de haut niveau, qu'est-ce que tu faisais? Je faisais de la course d'orientation. D'accord. Donc c'est un sport qui se déroule en forêt, où c'est un sport individuel qui peut aussi être pratiqué en relais. Et donc l'objectif, c'est d'avoir un parcours. Donc on a une carte spécifique qui représente la forêt avec tous les éléments de la forêt, un circuit qui est dessiné dessus. Et donc l'objectif, avec sa carte et sa boussole, c'est de faire le parcours le plus rapidement possible. Et puis celui qui gagne, c'est que celui qui a fait le meilleur temps. Et t'as des points d'étape ou c'est combien de kilomètres? Alors, ça dépend des catégories. Moi, j'ai commencé j'avais moins de 10 ans. Donc là, c'est des petits circuits de 1, 2, 3 kilomètres. Et puis, jusqu'à senior, où ça peut être entre 15 et 20 kilomètres avec 300, 600 mètres de dénivelé. Donc, il y a des longues distances, il y a des courtes distances, il y a des relais. Et donc, en fait, le circuit est matérialisé par ce qu'on appelle des balises, avec des poinçons qui sont uniques pour chaque balise, de manière à vérifier à la fin sur le carton de contrôle qu'on est bien passé aux bons endroits et qu'on ne s'est pas trompé. Et d'ailleurs, si on s'est trompé sur le parcours, si on a inversé de balise ou si on s'est trompé de balise, on est disqualifié. Et on n'a même pas... on a couru pour rien. On ne considère pas les 10 kilomètres, les 15 ou les 20. Exactement. Quand tu as fait l'école d'informatique, alors c'est marrant parce que tu voulais pas travailler à Paris, tu voulais pas faire d'informatique, mais tu as quand même fait une école d'informatique. De productique. De productique. Donc gestion de la production. Donc l'INSA de Lyon, il y a plusieurs spécialités. À la base, je voulais faire du génie civil, je voulais construire des ouvrages d'art, des grands ponts. J'étais fasciné par le pont de l'île de Ré, plus tard par le pont qui se trouve, le viaduc de Millau, etc. Ces grandes architectures. Donc j'étais à la base rentré pour ça à l'INSA. Et puis il y a un tronc commun à l'INSA qui est un peu une prépa interne. Et puis ensuite ça dépend du classement. Et puis entre-temps j'avais plutôt choisi la partie gestion de la production qui est ce qui m'intéressait le plus. Mais il y avait un peu d'informatique et notamment industrielle comme dans tous les secteurs de l'ingénieur, mais il y avait une section informatique spécifique informatique à l'INSA Lyon, mais c'est pas ça que j'avais fait. Donc j'avais très peu, puis j'étais pas très bon en informatique à l'époque. Je crois que j'avais été le dernier de la promo au partiel d'informatique. Donc je me destinais pas forcément à aller dans ce domaine-là. Tu l'as pas dit aux entretiens, c'est tout. Je l'ai pas dit aux entretiens, c'est sûr. Tu savais ce que tu voulais faire quand tu étais jeune? Ben oui, et puis ça s'est pas passé comme ça. Je voulais effectivement construire des grands ponts, des grands ouvrages d'art, des trucs comme ça. Ouais. Alors tu arrives à Paris pour faire de l'informatique. Comment ça se passe? Ça se passe bien, c'est la fin des années 90, donc en fait, c'était assez facile à l'époque. Il y avait une pénurie d'ingénieurs en informatique, où d'ailleurs les entreprises et notamment les sociétés de conseil prenaient des gens qui avaient même pas fait d'informatique, des biologistes, des choses comme ça, et avec un parcours de formation. Donc moi j'avais quelques notions quand même. Et puis ça s'est fait assez vite parce que à l'époque, on avait un profil ingénieur d'une école pas trop mal. On recevait, tous les entretiens qu'on passait, ils nous voulaient, quoi. T'avais le choix, quoi. Donc c'était à l'époque qu'on avait le choix. Tu démarres, tu progresses dans cette activité. Ouais, curieusement, donc effectivement dans l'informatique. Alors, quand je dis informatique, j'étais pas dans l'informatique industrielle. J'avais choisi ce qui m'intéressait de le domaine de la data déjà, par hasard un peu. Mais ce qui m'intéressait, c'est que je trouvais que on était à mi-chemin entre la partie vraiment purement informatique et puis la partie business, parce que pour construire des tableaux de bord, du reporting, il fallait comprendre ce que les gens du métier attendaient et donc et pourquoi en fait ils avaient besoin de ces chiffres-là. Donc j'ai toujours eu la chance quelque part d'être au début, effectivement, je faisais le développement moi-même, mais j'ai toujours été avec des interlocuteurs, des comptables, des marketeurs, des commerciaux, etc. Avec le métier, quoi. Avec le métier.
Et donc, oui, ça a été assez intéressant. J'ai eu la chance d'aller dans des boîtes super intéressantes. Je travaillais pour Essilor, je travaillais pour Orange pendant quasiment, j'ai fait 5 ans de conseil au début, et j'ai travaillé 2 ans et demi pour Orange. Donc, et à une époque où Orange, c'était le début de l'exploitation de la data à haute dose, donc le début du web mobile, hein, qui s'appelait à l'époque le WAP, voire le MTS. Donc on commençait à analyser les premiers usages de l'informatique mobile, et avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de moyens pour faire des choses extraordinaires. Et justement, en fait, en sortant d'Orange, de cette mission qui s'est terminée au bout de 2 ans et demi, où j'avais un rôle en fait de direction de programme, à la fois de tout ce qui était connaissance client. C'était le début de la connaissance client, et Orange était assez précurseur. Et on a mis en place notamment les premiers scores de churn chez Orange début des années 2000. Comprendre pourquoi. Voilà. Et puis le début des usages de l'analyse du digital. Après ça, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire comme mission, quoi? Je vais pas trouver de choses plus intéressantes. Et c'est pour ça qu'au final, alors il y avait EDF qui avait 35 millions de clients, là où Orange n'en avait que 20. Mais au final, je me suis dit, c'est le moment de quitter le conseil. J'ai appris ce que je voulais apprendre. J'ai fait des trucs géniaux. J'ai bossé pour d'autres boîtes à l'étranger, etc., avec toujours des projets assez hyper intéressants. Et je me suis dit, s'il est temps de... Il y a un côté frustrant dans le conseil, c'est que on met plein de choses en place, mais en fait, on bénéficie jamais des bénéfices, en fait, de ce qu'on a mis en place. Parce qu'une fois qu'on a fini notre projet, on s'en va, nous, consultants. Et là, c'est les autres qui ont reparti, etc. Et j'avais besoin d'avoir un peu cette vision de, après la mise en place du projet, comment c'était utilisé, quelle est la pertinence. Et d'ailleurs, j'ai su quasiment 7-8 ans après que chez Orange, ils utilisaient toujours ce que j'avais mis en place. Donc, ça m'a fait un peu plaisir. Bon, après, ils sont passés à d'autres technologies quand même. Et donc, voilà, je suis rentré plutôt je me suis dit, je vais aller côté client, et avoir prendre cette responsabilité de diriger un service, de mettre les choses en place et d'apporter vraiment au jour le jour, quoi. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Et comment tu le fais? Qu'est-ce que je fais? D'abord, je fais le tour des clients que j'avais eus, hein. Ça fonctionne, le réseau. Et plus ça va, plus le réseau est important. Donc, chercher des opportunités, et puis après, plus classiquement, à cet âge-là, répondre à des offres d'emploi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé chez Darty pour m'occuper de toute la partie data et BI, quoi. Et on est en quelle année, là? On est, je crois, en 2003. Ah, donc c'est tout récent. Ouais, tout récent. On est en 2003. Darty n'a pas encore fusionné avec la Fnac. Et encore assez indépendant, avec 250 magasins en France, et cherche à accélérer sur le digital, parce qu'à l'époque, l'informatique de Darty, c'était pour tout ce qui était centralisé, des systèmes MVS, grand système IBM, et dans chaque magasin, un AS400 présent physiquement, avec des systèmes de remontée d'informations assez chaotiques pour arriver à faire communiquer tout ça entre eux. Donc, le challenge, c'était notamment de faire en sorte que les ventes des 250 boutiques remonte en temps réel, de manière centralisée, pour ce que le lendemain, le DG puisse avoir les chiffres de toutes, consolider le chiffre d'affaires consolidé de toutes ces boutiques, mais aussi au niveau des achats et du marketing, la vision produit, et au niveau du commercial, la performance des différents magasins, des différents managers, des équipes régionales, etc., quoi. T'as dû devenir le nouveau meilleur ami du DG de Fnac, parce que... De Darty, pardon. De Darty. C'est vrai que, en fait, c'est hyper valorisant, parce que j'avais même pas 30 ans, et dans mon comité de pilotage, j'avais tout le board de Darty. L'inconvénient, c'est que quand ça marche pas, on vous appelle direct, quoi. Quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, J'exagère. Mais en tout cas, tôt le matin, j'ai pas mes chiffres, quoi. Et là, grosse pression, parce que bon. Ils sont vite habitués. Voilà. Il faut trouver les solutions rapidement, quoi. Alors, laisse-moi deviner la suite. Là, une fois que tout fonctionne, tu te demandes qu'est-ce que tu fais après?
Alors, il y a un peu ça, et puis il y a aussi un changement de contexte à l'époque de Darty, de pas mal de changements au niveau de la direction, des orientations. À l'époque, Darty essaye de se lancer pour la deuxième fois dans les télécoms, donc en sortant de Darty Télécom. Donc ça, moi, j'ai évidemment participé, c'était hyper intéressant. Mais voilà, après, peu d'évolution, et puis embourbé comme beaucoup d'entreprises, dans des projets de migration de leur principal système IT qui bouffait tout le budget, quoi. Donc, Et qui n'en finissent jamais. Alors, ils en ont fini parce que maintenant, je vois qu'ils y sont passés. Non, je rigole, il y a quelques années déjà, mais voilà, après, à partir du moment où le budget IT est focus là-dessus, plus difficile de trouver un intérêt sur des choses intéressantes. C'était le début, j'avais monté le début de la connaissance client. Il y avait à l'époque pas d'équipe marketing client, en tout cas chez Darty. Et donc d'essayer de construire ça. Et puis oui, finalement, bah voilà, j'avais mis en place certaines choses intéressantes, et il fallait next, quoi, page suivante. J'ai effectivement ce besoin d'être toujours curieux, toujours challenge, de mettre. Je crois que c'est d'ailleurs cette idée, ce souvenir de construire des circuits de billes et puis après des grands ouvrages. Voilà, je toujours été un bâtisseur plus qu'un exploitant, quoi. Ouais, tu travailles sur des sujets qui ont besoin d'avoir des fondations solides. Exactement. Donc là, tu as fait la partie conseil, tu vas chez le client, tu as fait la partie client. Là, tu as un CV pour 30 ans qui est juste extra. Ouais, mais là, je commence à me dire, l'exploitation de la data, quand même, le point de vue IT, c'est bien, mais la partie métier, elle est 100 fois plus intéressante. Et donc, en fait, j'opère une transition de l'IT vers le métier en rejoignant une boîte B2B d'édition juridique où je suis directement sous le DG, et je m'occupe à la fois de la partie data, CRM, et de la partie IT. Petit à petit, il y avait une directrice informatique, mais plutôt de la partie projet métier, donc maîtrise d'ouvrage, comme on dit dans le jargon. Et là, plutôt avec de l'analyse, du ciblage, des campagnes marketing pour générer des leads, transformer des clients, etc. Et j'y reste à peu près 5 ans. Et là, vraiment, je passe de l'IT au métier. Alors, en gardant toujours cette vision IT. Et c'est à l'issue de ça que je me rends compte que je me dis, mais il est temps de me lancer en tant qu'entrepreneur et de créer ma boîte, quoi. Et tu as vu toute la chaîne de valeur. Exactement. Et puis, on a toujours un peu cette frustration. Alors là, j'étais en comité de direction, j'ai fait des projets très intéressants, comme la fusion de tous les systèmes d'information de 2 entreprises qui avaient des systèmes très différents, avec dans le cadre aussi d'un prise de participation par un autre groupe. Donc des choses super intéressantes d'un point de vue métier. Mais probablement que j'avais toujours en moi cet esprit de me dire à un moment donné, je veux devenir entrepreneur, je veux être mon propre patron, je veux moi aussi développer mon idée pour le monde et apporter ma vision du monde, quoi. Donc tu te lances? Donc je me lance. Alors, T'es marié à l'époque, Alors, marié, 3 enfants déjà. D'accord. Oh oui, donc c'est vraiment un risque. 3 enfants en bas âge. Ouais, d'accord. Je pense que ce sera à refaire, je le referai pas, en fait, parce que c'est totalement, imprudent. Bah, d'ailleurs, je vais en parler après, mais vous allez voir les conséquences. Donc là, je fais en 2 étapes. D'abord, c'est à ce moment-là, en fait, que je me dis, j'hésite entre entrepreneuriat et vraiment basculer côté marketing. Et je me dis, le problème côté marketing, c'est que tu es ingénieur, tu viens de l'IT, en France, sur ton CV, on va même pas le regarder. Donc je me dis, d'abord il me manque quelques bases, même si j'ai de plus en plus, marketing client, etc. Il me manque quelques bases fondamentales du marketing, et donc c'est là que je décide de reprendre des études en même temps que mon boulot. Donc boulot plus études, donc le vendredi et le samedi, plus les vacances scolaires, plus 3 enfants en bas âge. Très bien. Donc là, un peu d'inconscience, mais ça arrive à se gérer.
je rencontre des profs passionnants à l'ESCP qui sont plutôt des intervenants extérieurs, etc. J'apprends plein de choses. Et puis à l'issue de ça, donc je quitte l'entreprise et puis je me dis non, finalement, je vais entreprendre. Et donc là, je commence par rejoindre un incubateur, les des premiers incubateurs en France qui s'appelait le Founder Institute, qui était hébergé chez Microsoft à l'époque. Et là, je rencontre des pairs, des gens que je pensais pas qu'ils existaient, des gens comme moi qui ont une super position en tant que salariés, etc., mais qui veulent se lancer. Et ce qui est intéressant, c'est que quasiment 20 ans après, je suis toujours en contact avec les plupart. Alors, il y en a qui ont réussi, hein, qui ont monté des boîtes qui sont quasiment des licornes aujourd'hui. Il y en a qui ont moins réussi. Et puis, il y en a qui sont entre deux. Et là, donc je rejoins le Founder Institute et puis je fais pas mal je rencontre pas mal de commerçants, etc. Mon idée à la base, c'était alors oui, c'est parce qu'en fait, dans le cadre de mes études à l'ESCP, on a un projet de fin d'études à faire avec un sujet, une thèse professionnelle. Et à l'époque, c'était l'explosion de Groupon. On entendait parler que de Groupon. Tout le monde faisait du Groupon. C'était la boîte qui avait la plus grosse croissance de tous les temps, etc. Et moi, j'étais un peu client comme tout le monde, mais surtout, je me suis dit, mais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, comment ces enseignes et comment ces commerçants font pour vivre, quoi? Et donc, je me suis mis, dans le cadre de cette thèse, à interroger des commerçants. Des coiffeurs, des esthéticiennes, des boulangers, des gens comme ça, qui faisaient du Groupon. Et je leur disais, mais comment vous faites pour vivre? Parce que, et en fait, ils me racontaient, ils me disaient, mais il y a des trucs fous, quoi. Des gens qui font 30 kilomètres pour payer 2 fois moins cher un coiffeur, quoi. Alors que le coût de l'essence à consommer la remise. Donc, on a des gens qui ont des exigences qui sont aussi élevées, sinon plus que nos clients fidèles, qui vont venir qu'une fois et qui s'intéressent qu'au prix. Et donc, du coup, ça a fait couler des centaines de commerçants. Parce qu'en fait, ils étaient, puis pour prendre l'exemple de l'épilation à l'époque, c'était la grande mode de l'épilation. Je suis pas un spécialiste, mais j'ai devenu un spécialiste lors des interviews de l'épilation à la lumière pulsée. Et ils disaient, mais un truc qui valait 100 balles avant avec Groupon, plus personne voulait payer plus de 50 balles. Sauf qu'ils n'étaient pas rentables. Donc, et donc je me suis dit, mais ces gens-là, ok, Groupon c'est un canal d'acquisition, mais et quand je leur demandais, mais vous faites quoi pour fidéliser vos clients en fait? Ils disaient, ben à part être sympa avec eux et les reconnaître, c'est tout ce qu'on faisait. Et donc je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire sur la relation client, etc. Et puis au Founder Institute, j'ai pitché mon idée, etc. Et en fait, un jour, j'ai rencontré un commerçant qui était le fondateur des épiceries Cos, euh, qui est un mec extraordinaire, qui avait écrit un bouquin qui voulait réinventer l'arabe du coin, mais version un peu haut de gamme et surtout one-stop shop avec je vais faire mes courses uniquement dans cette boutique pour manger, quoi. Et il me dit, et en discutant avec lui, etc., il me dit, mais moi j'ai un truc, c'est que j'ai un rêve, c'est de proposer en fait tous les jours, je suis ouvert 365 jours par an, et chaque jour une recette différente avec les produits de ma boutique. Et je dis, putain, ça c'est intéressant et tout. Évidemment, il y a une vraie question chez n'importe qui veut cuisiner un peu. Chez les gens qui achètent chez Picard, il n'y a pas cette question-là. Mais c'est qu'est-ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce que je pourrais faire à manger, etc. Et je disais, en apportant en répondant à cette question et en apportant les produits et les recettes qui vont avec, bah, alors là, pour le coup, on change le monde, on aura un vrai service. Puis bon, évidemment, quand on pense avoir une super idée, on regarde sur Internet, on se rend compte que ça existe déjà. À l'époque, il y avait HelloFresh qui se développait un petit peu. Mais voilà, qu'à ça ne tienne. Et le concept, c'était de faire un mix, non pas... Enfin, de s'appuyer sur les commerces de proximité parisiens, les bouchers, les fromagers, les épiceries, les maraîchers, pour les primeurs, justement pour aussi quelque part apporter du digital dans ces commerces de proximité, qu'on n'avait pas beaucoup, hein, le boucher, surtout vu la moyenne d'âge à l'époque des bouchers. Et en fait, je me suis dit, je vais faire ça, c'est intéressant.
Donc je commence avec Cause à travailler sur la boutique et puis premier, donc je mets ça en place, je développe un site web pour faire de la vente en ligne et je profite de la newsletter de Cause pour commencer à diffuser la communication. Et puis, assez rapidement, 1, 2, 3 commandes. Donc moi, je faisais tout, hein. Je préparais les commandes. Des fois, il y avait des ruptures de stock chez Cause, donc il fallait que je trouve un poireau, un machin, et trucs. J'allais autour des commerces du coin. Avec des petites épices. J'avais rencontré des blogueuses culinaires qui me faisaient les recettes, etc. J'avais un pote photographe qui m'avait fait des belles photos des produits et des recettes. Et puis donc, excité de voir mon premier client arriver, je lui remets le sac et il me dit mais c'est qui a lancé ça, etc. Je dis c'est moi. je suis tout seul là, c'est moi. Il me dit c'est intéressant. Je viens de quitter mon job. Et je cherche à faire un peu la même chose et je benchmark tous les concepts qui se développent un peu. Moi, mon idée, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et je benchmark un peu tous les concepts parisiens qui existent, etc. Et il me dit, hyper sympa. Moi, je venais de démarrer. Je lui dis, écoute, c'est intéressant, parlons-en, quoi. Je lui dis, tu fais quoi là tout de suite? Il me dit, j'ai eu du temps, hein. Donc, on va dans un bar, on passe 3 heures à parler et on ressort de là, on s'associe. Donc, mon premier client est devenu mon associé. Et c'est comme ça qu'on a créé Foodette. Après, comme on était en Founder Institute, lui a fait aussi le Founder Institute. Et comme on avait pas mal de mentors, en fait, on a réussi à lever quelques fonds parce que il fallait un labo, il fallait un site web, un peu de cash pour développer des choses. Et donc, on a levé des fonds auprès de 3 des directeurs du Founder Institute, de 2 mentors, etc., qui étaient nos premiers business angels et qui nous ont permis de lancer Foodette, quoi. Combien de temps a duré Foodette? Alors, Foodette a duré, existe encore, en fait. Ça a été, je crois, en cours de rachat. Enfin, la base a été vendue par HelloFresh. Moi, malheureusement, j'y suis pas resté plus de 3 ans parce que, justement, là, c'était la folie. J'étais entrepreneur avec 3 enfants en bas âge. À un moment donné, je me suis retrouvé un peu tout seul et donc on va dire que je me suis séparé de ma femme, ou plutôt ma femme s'est séparée de moi. Et là, je me retrouvais dans une situation sans ressources puisque en démarrage d'entrepreneur, avec quand même la casquette de père de famille un peu responsable, qu'il allait falloir quand même faire à manger ses enfants. Donc du coup, j'ai arrêté Foodette. J'ai revendu mes parts à mon associé qui s'appelle Olivier, qui lui ensuite a développé la boîte. Et je suis resté. Alors j'ai gardé quelque part assez longtemps. Et puis je suis resté en advisor évidemment régulier. Avec lui jusqu'à ce que ça a été première fois revendu à Aquarelle, qui était une société qui fait des fleurs. Et en fait, on pouvait se poser la question pourquoi Aquarelle? Mais en fait, c'était très intéressant. C'est-à-dire qu'ils avaient un outil de production où ils bossent. Je caricature un peu, mais uniquement au marronnier. Ils font la moitié de leur chiffre d'affaires à la Saint-Valentin, à la fête des mères. Et le reste du temps, ils ont une super machine de production qui est très sous-exploitée, quoi. Et donc, ils cherchaient un concept qui pouvait s'adapter à leur chaîne de production d'ultra frais, puisque la fleur, c'est aussi de l'ultra frais, et mutualiser leurs ressources pour développer des concepts à moindre coût. Donc, c'était assez intéressant. Sauf que ils ont jamais mis les moyens. HelloFresh avait disparu de la France. Il y en a un qu'on avait en ligne de mire, qui avançait un peu plus vite que nous, c'était Kitok. Et puis il y avait d'autres concepts. Sauf qu'Aquarelle a jamais vraiment mis les moyens. Enfin voilà, pour quand on est B2C, à un moment donné, si on veut être visible, c'est cash incentive. Voilà, il faut mettre un peu d'argent dans le pub. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Et c'est intéressant parce que HelloFresh, ils sont arrivés en France, ils avaient des objectifs. Donc HelloFresh, fausse start-up française de la galaxie Rocket Internet, donc très bien financée. Ils mettaient le paquet, sauf qu'ils s'est donné 6 mois pour atteindre des KPI. Ils les ont pas atteints. Ils ont arrêté la France, quoi. Et finalement, ils ont attendu quasiment 10 ans que les petits acteurs du marché local évangélisent le marché pour revenir en force. Et aujourd'hui, HelloFresh en France, c'est un incontournable dans le domaine des paniers prêts à cuisiner. D'ailleurs, ils ont racheté la moitié de leurs concurrents. Kitok a été racheté par Carrefour
c'est pareil, ça a été, enfin, je pense un modèle un peu compliqué. Je pense qu'ils vont, à l'époque où Carrefour rachetait plein de start-up food pour développer son business, mais je pense que ça a un peu tué TikTok aussi, quoi. Pas de regret? Non, pas de regret. Si c'était à refaire, je le ferais peut-être différemment, mais je pense qu'il faut faire les choses qu'on a envie de faire. Enfin, mesurer les risques et toujours avoir en ligne de mire un plan B pour être capable de se retourner si ça fonctionne pas. Mais moi, je crois fondamentalement qu'il faut faire les choses qu'on a envie de faire, quoi. Ouais, Voilà. Sinon, enfin, je pense que le regret d'avoir loupé quelque chose est moins important que le regret de ne pas avoir fait quelque chose qui aurait pu marcher. Parce qu'on sait jamais, en fait, si ça avait marché ou pas. Bon, quand ça marche pas très bien ou quand on échec, au moins on sait qu'on a essayé. Alors, on peut toujours se dire qu'on aurait dû faire autrement. Et ça, c'est l'intérêt de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut recommencer 10 fois de manière différente et c'est la 10e fois que ça va marcher, alors qu'on a toujours la même idée, quoi. On en parlait avec Mathilde Lecoz, la DRH de Forvis Mazars, et la conclusion, c'était vaut mieux avoir des remords que des regrets. Exactement. Voilà. Je le formulais pas comme ça, mais ça voulait dire la même chose. C'est Big Flo et Oli, en fait, c'est pas... Bon, alors, qu'est-ce que tu fais? Faut que tu retrouves un travail? Alors là, ouais, faut que je retrouve un travail. J'ai un peu d'argent de côté. Et il se trouve que assez rapidement après, alors non, c'est pas à ce moment-là. Donc là, il faut que je retrouve un travail avec un profil, donc une début de carrière salarié plutôt linéaire, pas mal, etc. Grosse boîte. Et puis tout d'un coup, là, une coupure. Qu'est-ce qu'il a foutu? Entrepreneur, en plus, bon, pas beaucoup de succès. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je sens que voilà, que mon profil hybride, mon CV, je passe pour un ovni auprès des recruteurs classiques et ils me disent c'est intéressant votre CV, mais en fait, on sait pas trop comment vous positionner, quoi. Et je me rends compte que finalement, et donc je finis par trouver du boulot chez un éditeur de solutions et en fait parce que le patron est un entrepreneur. Et que lui, il sait ce que c'est atypique. Voilà. Non, mais il sait ce que c'est qu'un entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité à partir de rien et à construire quelque chose, quelqu'un qui a pas besoin qu'on lui dise tous les jours ce qu'il fasse pour suivre une direction, etc. Donc il voyait que je maîtrisais un peu le sujet de la data et en fait, c'était un éditeur en l'occurrence le groupe NP6 qui est un éditeur de logiciels à l'époque d'email marketing, puisque leur solution s'appelait Mail Performance, qui était assez connue. Et ils voulaient justement intégrer de la data, en fait, dans ces outils-là. Il avait assez vu très tôt que finalement, mailing et CRM, c'était un peu la même chose. Et si on pouvait mixer les deux, ça, c'était intéressant. Et donc, l'idée était de justement mettre de la data intelligence dans les outils de marketing. Très précurseur. Assez précurseur. Et dans ce contexte-là, il avait en plus racheté une DMP, une Data Management Platform, alors qui était très orientée presse, puisque c'était Zacus. Et l'idée, c'était d'essayer de faire fonctionner tout ça, avec en plus un enjeu hyper intéressant. Il y avait donc il avait racheté une boîte de conseil en fait, qui était plutôt orientée, qui était très expert de data. Il y avait vraiment des data scientists de ouf, mais plutôt orienté vers les études de marché. Le market research, c'était la boîte qui traitait toutes les études de marché et qui faisait toutes les analyses, à la fois des instituts de sondage, mais aussi des grosses boîtes, Renault, L'Oréal, Peugeot, etc. Et j'ai rencontré là-bas un scientifique qui est, pour moi, le meilleur data scientist que j'ai connu, non pas parce que c'était le meilleur en technique, mais parce que il avait cette capacité, en fait, à comprendre les enjeux business et à orienter le type d'algorithme en fonction de la réponse business à apporter et non pas je teste. Ce qui est un peu le cas aujourd'hui, que je reproche un peu à l'intelligence artificielle, c'est que je teste 24 modèles et je prends le meilleur sur des critères statistiques, mais pas sur des critères business. Oui. Alors que lui disait, si tu veux faire ça, il faudrait peut-être plutôt utiliser cet algorithme-là parce que mathématiquement, il est construit comme ça et donc ça va t'apporter plus d'informations pertinentes, etc.
Et on a fait des trucs de dingue on réussissait pour Peugeot notamment, à prendre 2 études de marché qui se parlaient pas du tout et à faire parler les 2 études, à regrouper les données, donc avec des systèmes de ce qu'on appelait l'hybridation de données pour essayer de retrouver des patterns dans chacun des études et les lier entre eux par segmentation, enfin des trucs de dingue. Et moi j'ai adoré. Et justement pour revenir sur NP6, le logiciel de marketing automation, on avait développé une solution qui prédisait en fait sur l'ensemble de la base client la réponse, enfin si le client allait être réactif ou pas à l'email. Et tout ça, non pas one shot, mais sur une période d'1 mois. C'est-à-dire comment on planifie les différentes campagnes pour qu'à la fin le ROI soit maximum. Ah oui, d'accord. Et voilà, c'est pas trivial, quoi. Non, c'est pas trivial. Il y a un peu de nudge, il y a un peu de PNL, il y a un peu de tout ça. Et il y a surtout, en fait, un mix entre du machine learning basé sur et une autre forme d'intelligence artificielle que moi j'ai découvert à ce moment-là, qui s'appelle la recherche opérationnelle. Donc ça, c'est le mot un peu technique, qui est une technique, c'est une mathématique qui a été inventée pour le débarquement lors de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Donc c'est les Américains qui avaient inventé ça avec pour objectif de maximiser les chances d'arriver à débarquer tout en minimisant les pertes. Comment on fait pour arriver à cette équation-là et faire en sorte que si on a trop de pertes, on n'arrivera pas à débarquer. Et donc si on débarque mais qu'on n'a plus personne, ça sert à rien puisqu'on peut pas avancer, etc. Et en fait, c'est ce qu'on appelle aussi communément aujourd'hui l'optimisation sous contrainte. Oui. Et pour ceux qui veulent tester, c'est le solver d'Excel. Alors qui est très basique, le solver d'Excel. Et en fait, moi, j'ai compris comment ça fonctionnait grâce à cette personne que je côtoyais tous les jours. Et j'ai même d'ailleurs, 20 ans après, compris à quoi servaient les intégrales qu'on apprenait au lycée en mathématiques. Et en fait, ça sert à quelque chose. Et en fait, très abscon à l'époque, on apprenait les intégrales, la dérivée, les machins, les trucs. On savait pas à quoi ça servait. Et si, en fait, ça sert à modéliser un espace et à trouver dans cet espace les pics maximaux et les pics minimaux. Et en fait, c'est ça qui vont permettre, en fait, d'identifier dans un espace donné quels sont les endroits où on peut maximiser nos chances tout en respectant nos contraintes. Donc, on a fait des trucs aussi assez surprenantes où on était capable de piloter des algorithmes de machine learning en leur donnant des contraintes, quoi. Et puis de faire des choses vraiment d'être capable, de dire, je voudrais trouver un segment qui, par exemple, on avait fait ça une fois pour L'Oréal, qui avait une problématique, c'est qu'ils faisaient des études mondiales dans tous les pays. Sauf que les réponses, en fait, dans chaque pays, il y avait des cultures, et donc il y avait des typologies de réponses qui étaient assez localisées. Et si tu faisais tourner une segmentation sur l'ensemble des pays, grosso modo, ils te ressortaient la Chine comme étant un segment à part, ce qui ne les intéressait pas, évidemment. Et donc, ils me disaient, mais comment faire pour que j'ai des segments de marché, voilà, qui respectent un certain nombre de critères. Et on a dit, il suffit de rentrer ces critères dans la machine. Et c'est justement l'algorithme de recherche opérationnelle qui va contraindre l'algorithme de machine learning, de segmentation plutôt, à trouver une segmentation qui soit statistiquement propre, tout en respectant ses contraintes. Ce qui est génial, c'est que tu en reparles encore aujourd'hui, mais avec une passion. Ouais, parce que c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps, et moi j'ai toujours été frappé qu'en fait, quand tu regardes aujourd'hui les principaux algorithmes, et on parle beaucoup, que ça soit l'IA générative ou des algorithmes des plateformes, c'est des algorithmes extrêmement bêtes, quoi. C'est pas du tout intelligent. Et ils ne sont performants que par le volume qu'ils injectent, en fait. Oui, c'est ça qui a changé, c'est qu'on est passé à des centaines de millions de données, à des trilliards de données. C'est ça. Et qu'aujourd'hui, ils sont capables d'aspirer tout le web. Et forcément, dans tout le web, il y a beaucoup d'informations.
et beaucoup de choses qu'on cherche. Mais pour autant, c'est pas intelligent. Et c'est intéressant parce que quand on regarde aujourd'hui euh, les IA génératives, alors ouais, c'est d'une efficacité redoutable pour un certain nombre de choses, mais ça résonne toujours pas, quoi. C'est pas une intelligence artificielle au sens intelligence, c'est-à-dire que ça ne comprend pas ce que ça fait, quoi. Et donc du coup, on est encore loin de l'IA générale et de la capacité à reproduire le fonctionnement humain, quoi. On a eu Luc Julia dans le podcast, donc Je ne prétends pas. On est alignés, on est tous alignés. Et ouais, et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle, ça a été inventé il y a quand même plus de 50 ans. Il y a plein de techniques qui existent et des techniques hyper intéressantes. Moi, j'ai découvert les réseaux bayésiens, les probabilités conditionnelles, ce genre de choses, la recherche opérationnelle, alors qu'aujourd'hui, dans 80% des cas, on utilise de la bête régression logistique, quoi. Mais avec le volume, ça fonctionne. Mais avec cette problématique de sclérose, quoi. Et puis surtout de sclérose, parce que c'est le principe. C'est intéressant parce que quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, où finalement, à force de consulter les mêmes contenus, on ne vous propose que les mêmes contenus, on ne sort plus de là. Et en fait, il va se passer la même chose pour moi, pas Madame Soleil, et je ne vais pas faire de prédiction, mais sur l'IA générative, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'IA générative fonctionne très bien parce que le contenu sur lequel elle se base a été créé par l'humain. Sauf que c'est en train de disparaître. Tu parles de consanguinité au même sens. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la moitié des contenus du web ont été générés par des IA. Donc, déjà la moitié? Au niveau des images, je crois que c'est même plus de la moitié maintenant. Incroyable. Alors, le texte, pas encore. Ouais. Parce que cette capacité à générer. C'est-à-dire qu'à l'horizon de 10 ans, il n'y aura plus une seule image qui pourrait être créée de manière originale. Et du coup, les IA vont apprendre sur leurs propres données à elles. Donc ça va donner une trisomie. Donc voilà, il va y avoir un système de sclérose. Si effectivement je reprends le principe de la consanguinité dans certaines régions de France, qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que quand on se marie entre soi, on a une certaine dégénérescence. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui sur les IA génératives. Donc, ce qui risque de se passer, c'est qu'on paye des gens, et je fais confiance à l'économie et à l'humanité pour être capable de faire ça, pour créer du contenu original qui a pour seul but de faire apprendre les intelligences artificielles, parce que l'être humain, malgré tout, conserve cette originalité que n'a pas une intelligence artificielle. Il n'y a rien d'original. Il ne fait que reproduire quelque chose qui existe, quoi. Mais tu vois, là, juste une petite aparté, parce que c'est mon travail au quotidien et on se connaît aussi au travers de ça. Pour moi, l'IA, c'est toujours un outil. Maintenant, la manière dont tu utilises l'outil, il y a cette phrase que j'aime beaucoup, c'est « l'humain ne va pas disparaître remplacé par l'IA, par contre, les humains qui n'utilisent pas l'IA vont effectivement, eux, perdre leur job. » Tout à fait. Donc, c'est un outil, il faut apprendre à l'utiliser de deux manières, l'utiliser en tant qu'utilisateur final et l'utiliser en termes de paramétrage. Par contre, derrière, il faut continuer, nous, humains, à créer du contenu, à créer de la valeur. Exactement. Et à réfléchir, parce que le domaine scientifique, notamment, peut être accompagné, le domaine médical peut être accompagné. Ouais, le domaine culturel aussi. On voit aujourd'hui des livres qui sont écrits par les intelligences artificielles, des scénarios qui sont élaborés. Des livres pour enfants. Créés à la volée. Quasiment des films, etc. Et en fait, c'est pas encore du très haut niveau. Et puis surtout, il y a cet angle de vue. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'humain, il a cette capacité à faire des choix et à des partis pris. Ce que ne sait pas faire une IA. Par défaut, par essence, par construction. À moins d'avoir été programmé pour prendre tel ou tel parti pris, mais ça reste binaire. Oui, mais c'est le parti pris humain, il est basé sur l'expérience, sur notre expérience, sur notre culture, sur notre éducation, sur une infinité d'informations qu'on a et qu'on ne maîtrise pas et qui font notre parti pris. Une IA, elle se base sur quelque chose qui est limité, ce qu'on lui donne à manger, entre guillemets, quoi. Bon, alors je fais mon timekeeper. Pourquoi t'es parti? Pourquoi je suis parti d'où? De cette activité. De cette activité de... Quand tu as retrouvé ce nouveau travail. Parce que la boîte a été vendue. C'est une excellente raison. Étant DG, forcément, on est la première personne on cherche une nouvelle orientation, donc la boîte a été vendue. On vous remercie. Et là, c'est intéressant parce que je me dis, ok, j'ai repris une activité salariée, et là,
je me retrouve, je suis rappelé par un des anciens directeurs du Founder Institute qui a investi dans Foodette et qui a fait, quand on a revendu, une petite plus-value. Et là, il m'appelle, il me dit, tiens, je bosse avec un fonds d'investissement, il cherche à reprendre une boîte qui était ces fameuses startups qui avaient levé 15 millions d'euros et qui, au bout de 5 ans, faisaient 600 000 euros de chiffre d'affaires. Ils ont tout cramé, mais il y a un potentiel de dingue, etc. Et j'avais du temps puisque j'avais fait une rupture conventionnelle, etc. Je dis ok, pourquoi pas. Donc je rencontre le fonds d'investissement et puis de fil en aiguille, on se dit non. En fait, il y a une énorme opportunité sur cette boîte. Je vais pas juste devenir DG. On va essayer de racheter la boîte. Et donc, de là, on part sur un truc de dingue, à bosser quasiment 24 heures sur 24, à faire, essayer d'interroger des clients, à faire le tour des fonds d'investissement parisiens, pour essayer de lever. On devait lever 1,5 million en 3 semaines pour réussir à remettre la boîte à flot, etc. Donc, évidemment, la moitié des fonds d'investissement nous disent « Ah non, ce dossier, non, on l'a déjà vu passer 10 fois, merci ». Même si on essayait de dire, voilà, il y a une erreur au départ, on essaie d'insuffler. Et au final, on échoue à très peu, on lève 1,2 million, il nous manque 200 000 euros, enfin, une promesse de 1,2 million, et on se dit, mais en fait, ces 200 000 euros, ils sont indispensables, sinon on fait le job à moitié, quoi. Et on sait que, voilà, notamment au niveau marketing, c'était du B2C, donc il fallait que ça pulse. Et notamment une boîte qui était un succès d'estime mais pas beaucoup de clients, il fallait qu'on mette un peu le paquet. Et au final, elle a été rachetée par une grosse boîte de retail qui ont rassuré les salariés parce que c'était une grosse boîte. Nous, on leur proposait une aventure. Il y avait quand même 50 salariés. Hein. Oui, c'est pas vrai. On leur proposait une aventure entrepreneuriale, donc à repartir dans le risque. Hein. Donc les salariés ont plutôt opté au tribunal de commerce pour la solution 2 et on leur avait dit, mais vous savez, hein, dans 3 ans, vous allez tous perdre votre job. Ce qui s'est passé, mais à l'époque, on était des oracles. Ils ont eu 3 ans de préavis. Peut-être pour se retourner et pour se barrer pour trouver autre chose, quoi. Et alors, je fais avance rapide. Comment est-ce que tu arrives chez Krispy Kreme avec ton expérience? Et donc, voilà, donc avance rapide. Donc à ce moment-là, je rebosse avec ce mec que j'apprécie particulièrement et on échoue à reprendre cette boîte, mais il me dit, écoute, moi j'accompagne des startups. J'ai développé une méthode scientifique entre les data et la neuroscience et est-ce que tu veux qu'on s'associe? Donc je lui dis ouais, écoute, allez, j'ai une première expérience entrepreneuriale qui est pas vraiment un succès, pas vraiment un échec, donc et puis le sujet était passionnant, on essayait de rentrer dans la tête des clients et de faire des études de marché sur des marchés qui n'existent pas. Parfait. Donc un vrai challenge. Avec des choses hyper intéressantes d'un point de vue intellectuel, justement essayer de lier neurosciences, donc tout le développement de neurosciences sur le fonctionnement du cerveau avec la data science. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, on s'est épuisé à bosser sans vacances, sans week-end pendant 2-3 ans, etc. et à se payer à peine. En tout cas, juste de quoi vivre et sans l'URSSAF. Et là, t'es tombé le coup près de l'URSSAF. Et là, j'ai dit, j'arrête, j'avais cramé tout ce que j'avais gagné avant, etc. Et j'étais un peu dans la merde financièrement. Il me restait plus que ma maison. Donc là, tu te dis, ok, là, il va falloir arrêter les conneries. Et là, pour le coup, entrepreneur, donc pas de chômage. Oui, t'étais mandataire social. Voilà, plus d'argent. Parce que j'avais cramé pour compléter en fait mon revenu qui était pas suffisant et une dette de l'URSSAF qui était assez conséquente à l'époque, quoi. Et donc là, ouais, je me retrouve dans un moment pas facile personnellement, avec toujours ces enfants qui grandissaient mais qui étaient toujours pas, qui ne sont toujours pas, qui sont majeurs maintenant mais qui étaient pas forcément majeurs, donc. Et là, je me dis, alors là, mon profil, c'est même pas la peine que je cherche du boulot. Que je réponde à des annonces parce que tu rentres pas dans la food, ensuite dans l'accompagnement de start-up, mais ouais. Vous faites quoi en fait? C'est quoi votre direction? Et là, pareil, en fait, je recontacte pas mal de fonds d'investissement avec qui je bossais et je suis mis en relation avec un entrepreneur qui est donc Alexandre Mezoué, le CEO
de Krispy Kreme, qui avait monté auparavant la pataterie, qui avait dirigé Planète Sushi, donc un vrai serial entrepreneur du food retail. Et on se rencontre une terrasse d'un café, et là, ça match. Il me dit, putain, je lance un super truc, des donuts Krispy Kreme en France, ça a une marque incroyable, ça va cartonner et tout. Et il me dit, j'ai besoin de gens comme toi, voilà, des mecs qui ont un peu de cheveux gris, pour que l'idée, c'est d'être très rapidement dans l'omnicanalité. Et moi, je veux faire de cette boîte... on a à peu près le même âge. Il me dit, moi, j'ai passé ma vie à me battre contre des gens qui ont des intuitions. Je suis très orienté data, et je veux que cette entreprise-là soit complètement data-driven, quoi. Et que toute décision qu'on prenne soit basée sur la data. Et il me dit, est-ce que ça t'intéresse? Je lui dis, vendre des donuts, a priori, bof, quoi. Enfin, puis à l'époque, il n'y avait pas de donuts en France, donc personne connaissait. On avait une vague idée de ce que c'était aux États-Unis. Mais le mec m'intéressait, et puis voilà, je connaissais le fonds d'investissement qui était derrière. Je me dis pourquoi pas. Et puis c'est partir de la feuille blanche, quoi. Ouais, t'as tout à fait. C'est ça l'opportunité. C'est avec l'entrepreneuriat. Exactement, avec un peu plus de moyens que si j'étais trivial, j'irais m'habiter mon couteau. Sans moyens, essayer de lever le fond. Là, il y avait une marque quand même présente dans 40 pays. Plus une master franchise, Wagram Food Service, qui avait les reins solides. Donc, je me dis, génial, quoi. Banco. Et c'est comme ça que ça, c'était... Donc, on s'est rencontrés en février 2023. À la terrasse d'un café. À la terrasse d'un café, pas très loin d'ici, là, du siège, un soir. On devait prendre 1 heure, on a passé 3 heures, hein, comme d'habitude dans ces cas-là. Et il me dit, écoute, c'est bon pour moi, tout ça. Il me dit, bon, le seul truc, c'est qu'on n'a pas encore trouvé l'emplacement de la première boutique. Donc, et j'avais pas forcément prévu de prendre un profil comme toi, mais c'est pas grave, je vais revoir mon BP parce que je pense que c'est intéressant de l'intégrer. Et il me dit, je te shoot une promesse d'embauche dès qu'on a signé le bail de la première boutique. Là, on est en février. Donc, mois de mars, il dit, écoute, on galère, j'ai un truc chaud là, qui devrait se signer pas mal. On est en discussion à Forum des Halles avec Westfield, ça sent plutôt bon. Avril, écoute, ça s'approche là, on est sur la fin et tout. Et là, je lui dis, écoute, moi, je suis désolé, mais j'ai vraiment besoin de bosser. J'ai zéro ressource. J'ai demandé un peu d'argent à mes parents pour vivre, payer rembourser mon prêt, vivre, etc. Fait vraiment les fonds de tiroir. J'ai plus le choix, quoi. Donc, il m'a dit, écoute, je comprends. Donc, j'ai pris un job en attendant pour vivre. Et puis, mois de mai, il me dit, écoute, franchement, j'y mets pas de la mauvaise volonté, hein, mais en fait, on vient de changer d'interlocuteur chez Westfield, donc on repart à zéro. Juin, écoute, là, on s'approche, mais putain, on n'a toujours pas signé ce putain de bail, quoi. Résilience. Je lui dis, écoute, alors, moi, je connaissais pas plus que ça, tu vois. Tu te dis, ok, rappelle-moi le jour où... Et donc, on avance, et on se rappelait, voilà, il me rappelait 1 fois par mois, et en me disant, non, je pense toujours à toi, je t'ai pas oublié. Il m'avait donné quelques petits exercices. Enfin, voilà, je commençais à bosser un peu en off sur des programmes de feed, ce genre de choses. Et puis là, début juillet, il me dit, écoute, c'est imminent. Là, j'y crois et tout ça. Mais alors là, on s'appelait toutes les semaines. Et il me disait, non, toujours pas signé. Et en fait, comme évidemment, un profil un peu expérimenté avec un salaire conséquent. Donc, sur le PNL de la boîte, il pouvait pas se permettre de me payer pendant 3 mois sans avoir ou 6 mois sans avoir de visibilité sur du cash, du chiffre d'affaires qui allait rentrer, quoi. Donc, je comprenais tout à fait la situation, quoi. Et là, le 25 juillet 2023, tu veux mettre la date. Ouais, parce que la précision est importante. Il me dit, ça y est, j'ai signé. Je t'envoie la promesse d'embauche. Et là, donc dans la boîte où j'étais, les 2 DG venaient de partir en vacances. Non, le DG partait en vacances le lendemain matin pour 3 semaines au Japon. Pas joignable ni rien. Et puis, je voulais pas lui pourrir ses vacances. Donc, gros dilemme.
il faut que je pose Madem parce qu'évidemment, à partir du moment où il avait signé le bail, on voulait ouvrir fin septembre. Donc, il m'a dit, il faut que tu sois là le 1er septembre. Il y a un peu de boulot avant d'ouvrir, quoi. Je dis, bah écoute, je vais voir ce que je vais faire. 25 juillet, c'est compliqué quand même, on est au mois d'août. Et là, je dis, donc, gros dilemme dans la boîte dans laquelle j'étais. Je me dis, est-ce que j'attends le retour, mais ça repousse d'un mois, et puis... voilà, il était 18h, le mec, mon DG, partait le lendemain matin à 6h du matin, donc autant que dire qu'il avait autre chose à fouetter, qu'il pensait à son voyage au Japon. Et là, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, il faut le faire. Je veux dire, c'est le monde du travail, quoi. Laissons de côté les émotions, parce que je m'entendais très bien avec lui. Et je l'appelle à 18h, je lui dis, écoute, faut qu'on se parle, est-ce que tu as 5 minutes, on se voit en visio. Je dis, en plus, je préfère faire ça en visio, qu'on se voit et tout, plutôt que tout par téléphone, par texto. C'est un peu comme les relations amoureuses, hein. Il y a des gens qui sont un peu lâches, et il y en a, voilà. Et puis il y en a qui assument. Et là, voilà, entre deux valises et tout, on passe en visio, je lui dis, écoute, bah voilà, je pose Madem. Et là, il a été top, parce qu'il m'a dit, écoute, je te remercie pas de me le dire la veille de mes vacances, ça va un peu me triturer, et puis je peux rien faire parce que je suis au Japon, quoi. Et en même temps, je te remercie de me l'avoir dit avant, parce que au moins j'ai 3 semaines pour maturer le truc et me dire et trouver des solutions. Enfin, même si je suis en vacances, il y a des gens dont le cerveau ne s'arrête jamais, même en vacances, dont je fais partie malheureusement. Et voilà, il a été super smart, super fair. Il m'a dit, je comprends. Il m'a dit, j'avais bien noté que c'était pour toi un truc de transition et que t'allais pas rester avec nous ad vitam aeternam. Donc, bah, ça m'a permis. Alors, ils ont fait traîner un peu. Il fallait que, évidemment, je clôt les dossiers. Et comme il était pas là pendant 3 semaines, bah, on a commencé à faire le transfert fin août, début septembre. Donc, bon. Et au final, je suis rentré. De job pendant un petit moment. Ouais, un peu ça, ouais. Un peu ça. Un job en train que je terminais, donc je faisais la passation, et un autre job que je commençais avec. Et t'es dans quel état d'esprit? T'es ultra motivé quand ça arrive? Quand t'as signé le papier, ou tu dis bon, on verra ce que ça donne, parce que j'ai quand même attendu 4 mois, 6 mois. Ouais, voilà. Tu vois. Alors, il y a 2 choses. Il y a une expression qui résonne souvent en moi, c'est un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Donc tu sais, ou dit autrement, tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. Donc je connaissais pas du tout Alexandre, je connaissais pas Vagram, je connaissais pas Krispy Kreme. Je me dis bon, ok, on va voir. Bon, je connaissais le fonds d'investissement et donc j'avais notamment la directrice de participation en qui j'avais confiance, voilà. Mais ouais, un peu dubitatif. Donc j'arrive le premier jour, un peu attentiste, quoi. Pas forcément super motivé, on va tout déchirer et tout ça. Et puis en fait, on était 3 dans la boîte. Il y avait Alexandre, directeur général, Marielle, Madame Donut, qui était arrivée quelques semaines avant moi et qui s'occupait de la production, donc de la fabrication des donuts. Elle avait du pain sur la planche. Elle était en vadrouille dans tous les pays du monde pour voir la fabrication, 3 mois au UK pour comprendre comment, parce que on a une chaîne de production, donc c'est pas un truc qui s'apprend en 3 jours. Que je voyais pas beaucoup, du coup, Marielle au début, et puis moi, voilà, le 3e larron, et il fallait faire avec, quoi, et pour enjeu de lancer en parallèle la production des donuts et en parallèle la vente de ces donuts, hein. Donc recruter 200 personnes le jour, enfin pour une première boutique, donc entre la partie fabrication et vente, avec fabrication 24/7, donc 3 shifts au 3/8, du retail ouvert tous les jours de 8h à 22h. Donc ça en fait du monde, en fait. Ça fait beaucoup de monde. Et en fait, très rapidement, je me mets dans le bain parce qu'évidemment, il y avait des choses à faire. Alors, à commencer par aller visiter la boutique, et là, je me rends compte, enfin, c'était vide, quoi, hein. Il y avait rien. Il y avait des plans. Essayer d'imaginer donc tous les entrepreneurs de tous les corps d'État en train de travailler en même temps. Et puis donc il avait pas mal avancé sur la partie écosystème digital parce qu'il s'intéresse vachement à ça, etc. Donc il avait déjà fait des premiers choix de solutions. Sauf que quand j'arrive dans la boutique, je lui dis mais et pour le réseau on fait comment? Et il me dit ça je sais pas. Et ok, donc
on va avoir un super écosystème digital dans la boutique, mais pas de réseau, quoi. Je dis OK. Bon, alors je me dis OK, bon, pas de réseau. Première chose qu'on fait, on commande une box chez Bouygues Télécom. Puis après, on se dit bon, la box, ça va peut-être pas suffire, quoi, parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments. Il y a des bornes, il y a des écrans, il y a des machines de production. Bon, tout ça est monitoré. Et donc là, je commence, voilà, on va dire un mois avant l'ouverture de la boutique, à faire un appel d'offres pour trouver un partenaire qui va. Le réseau, moi, c'est pas mon truc. C'est un truc que j'ai toujours essayé de confier à d'autres parce que j'aime pas ça. Ouais, enfin, j'aime pas ça. Et puis ça m'intéresse pas. Enfin, il y a des choses qui m'intéressent, mais comme je suis plus sur les aspects métiers, là, c'est beaucoup plus des aspects techniques, quoi. Et alors, est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres sur Krispy Kreme à date et sur l'ambition que vous avez? Oui, Krispy Kreme, on ouvre le 6 décembre 2023. Quelques chiffres en vrac, 600 personnes qui attendaient à 6h du matin l'ouverture de la boutique à 8h. 10 personnes seulement qui ont couché la veille devant la porte pour être les premiers. 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 3 semaines. D'accord. C'était en mois de décembre. Ouais. On a battu le record, a priori, du food service worldwide de chez Westfield parce qu'on a fait plus de 3500 € à l'heure sur la meilleure heure du meilleur samedi avant Noël. Un truc de fou, quoi. Enfin, on était tous. C'est simple, il y a eu personne ici au siège. On était tous dans la boutique, en fait. Ouais. Et quasiment 24 heures sur 24. Vraiment super expérience. Plus de 200 articles de presse, jusqu'à CNN qui débarque dans le flagship pour interviewer Alexandre et dire c'est le phénomène Krispy Kreme en France. Donc on fait un peu plus, on ouvre 20 boutiques en 20 mois. On se déploie évidemment, la boutique n'est qu'un des canaux de communication, donc on se déploie aussi sur le digital, on se déploie également dans les supermarchés avec Franprix. Donc on fait un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en année 2024 avec 20 boutiques. Et puis les perspectives, là, c'est une centaine de points d'accès. Alors, on parle de points d'accès, donc ça va être beaucoup plus des armoires dans les supermarchés que des boutiques brick and mortar, parce qu'en plus les bailleurs, c'est compliqué, ça met beaucoup de temps, et notamment les centres commerciaux en France où ces gens-là sont peut-être à l'abri de l'argent, puisque ça leur pose pas de problème d'attendre 6 mois dans un local vide, et parce que ils ont pas décidé de s'en occuper. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais donc plus de 100 points d'accès à nos donuts d'ici la fin de l'année, avec on espère doubler le chiffre d'affaires par rapport à 2024. Et puis à 5 ans, donc là uniquement en Île-de-France, puisque contrairement à la plupart des donuts du marché en France, y compris les commerçants, les boulangers, nous on fabrique nos donuts et nos donuts sont frais du jour, en fait. C'est pas de la pâte surgelée. Et du coup, on a une problématique d'avoir un hub de production qui approvisionne chaque nuit localement tous nos points d'accès, quoi. Donc c'est un vrai challenge, et donc du coup on est obligé de se développer par région. Donc à 5 ans, on espère être présent en France entière avec plus de 500 points de vente, points d'accès sur le territoire français. Donc Marielle a encore beaucoup de travail. Oui, elle a encore beaucoup de travail. Après, elle va déléguer un peu parce que là, en fait, il fallait aussi lancer, maîtriser notre chaîne de production, maîtriser le savoir-faire Krispy Kreme, qui est quand même assez important, mais effectivement derrière il y a une problématique de passage à l'échelle qui va venir maintenant dans les années à venir. Et pour toi, en tant que CDO, pas de regret? Ah non. Oh là là, qu'est-ce que je m'éclate. Non, pas de regret, et c'est marrant parce que parfois on arrive, on se dit ouais, bon, ce job, on verra, c'est pas. Et en fait, c'est un peu, tu vois, tu ouvres une porte, tu regardes ce qu'il y a derrière, et puis quand tu ouvres dans la pièce, c'est là. Et ouais, super équipe. Alexandre a fait le choix de constituer une première équipe et un codir assez expérimenté plutôt que de prendre des petits jeunes. Et donc ça percute très vite, on se comprend très bien, on s'entend très bien, ça avance hyper vite. Et puis c'est hands-on, c'est-à-dire que on se pose pas milliards de questions, quoi.
On fait beaucoup de tests and Test and learn, learn, on fake y fast, va. On Et itère. puis, quand ça échoue, ça marche pas et on passe à autre chose. Il n'y a pas trop de cette envie d'appropriation, d'aller jusqu'au bout. On fait des choses extraordinaires, on part de la feuille blanche, on est très orienté. Enfin, aujourd'hui, moi, j'ai de l'IA dans quasiment tous mes processus métiers parce que j'ai pas d'historique. J'ai pas le vieux bousin de RP des années 80 ou le vieux système de caisse embarqué. Enfin, voilà. Donc, on est un écosystème hyper agile. On a l'avantage aussi d'avoir un écosystème digital de fournisseurs qui font partie de l'aventure, quoi. Qui sont embarqués. On les aide à développer leur roadmap produit et évidemment, la marque Krispy Kreme leur permet de faire des belles ventes. Et puis, en contrepartie, ils nous aident à nous développer et j'ai pas mal, évidemment, d'influence sur la roadmap produit parce que quelque part, on les fait grandir aussi avec nos problématiques, quoi. Donc, ouais, très passionnant et ça fait 2 ans que j'y suis, j'ai l'impression que ça fait 1 mois, quoi. Et je me dis, vu tout ce qui reste encore, tout ce que j'ai en perspective, parce que Le mois prochain, qu'est-ce qui va se passer? Non, je veux dire, à quel moment je vais m'ennuyer parce que, enfin, notamment sur l'IA. Aujourd'hui, on a plein d'IA sur plein de processus métiers, mais moi, mon enjeu, c'est d'avoir une méga IA qui pilote tous les processus métiers et qui vise à maximiser les EBITDA de l'entreprise, quoi. Ouais. Et qui donc va prendre des décisions d'optimisation dans cette perspective-là. Ne pas opposer la production et le retail, ne pas partir du principe que la logistique c'est un centre de coût et que alors qu'on peut l'optimiser et faire en sorte de tout chaîner, c'est-à-dire les prévisions de vente vont permettre d'élaborer le planning des ressources à la fois en production et à la fois en retail. Ces prévisions de vente vont nous permettre aussi de savoir quels sont les camions dont on va avoir besoin pour approvisionner nos donuts de notre centre de production sur nos différentes boutiques, avec toutes les contraintes que ça suppose d'un point de vue logistique, des créneaux de livraison, parce que les centres commerciaux ils sont pas ouverts 24h/24, parce que Franprix ils ouvrent à 6h30 du matin et qu'on doit livrer 15 Franprix entre 6h30 et 7h30. Tout ça en minimum nombre de camions, parce que la logistique, et surtout dans Paris, ça coûte très cher. Ouais. Et donc du coup, voilà. J'ai encore cette perspective d'automatiser tout ça et d'avoir une espèce de système qui fonctionne tout seul et avec une boucle vertueuse qui s'auto-alimente et où tout est vraiment pour en arriver à l'entreprise data-driven, quoi. C'est vraiment génial. Thibaut, on va passer à la deuxième partie, ce qu'on appelle le speed questionnaire. Donc, je te fais 3 propositions et puis après, tu me dirais celle qui te parle plus. Très bien. Thé, café, jus de fruits? Café. Beaucoup? Et en plus, chez Columbus Café, c'est difficile. On a la machine à café là, et en plus c'est du très bon café. C'est-à-dire, c'est pas la machine à café distributeur, tu vois. Du bureau. Donc trop. Matin, midi, soir. Matin, midi, pas le soir. Non. Non. Il y a une certaine heure où... Ouais, en général, je me dis après 16h, le café c'est plus la peine. Et toi, tu es plutôt du matin, du midi ou du soir? Alors moi, je suis plutôt du matin. Très tôt. Toujours. Quand j'étais étudiant, je me levais à 4h du matin pour réviser mes partiels. J'avais des camarades qui, eux, se couchaient à 2h du matin. J'ai jamais été du soir. Et aujourd'hui encore, je pars du boulot à une heure raisonnable, là où j'ai quelques collègues qui sont capables de rester à 22h, mais moi, après 20h, je suis plus pour rien. Par contre, à 4h du matin, je dépote, quoi. Et c'est pas l'heure à laquelle je me lève, mais en général, je me lève entre 5h30 et 6h. Et ces 2 premières heures de la journée, là, 6h, 8h, ça va à fond. Ça déchire, quoi. Lecture, cinéma, musique? Les 3, un peu moins des 3 maintenant. Enfin, voilà, on a un peu bouffé, mais j'ai beaucoup lu, pas mal cinéma. J'ai adoré la musique. D'ailleurs, j'étais étudiant. J'ai monté un groupe de rock, donc voilà. T'avais les cheveux longs? Ouais. Tu faisais de la guitare électrique? Non, moi j'étais chanteur. T'étais chanteur? Ouais, j'étais chanteur. Oh, donc t'as pas peur du micro, tu le connais bien? Non, ça va. Ça se voit. J'ai eu mon petit quart d'heure de gloire. Voilà. Toute proportion gardée, mais à l'époque. Ton groupe préféré, c'est quoi? Écoute, j'ai pas vraiment de groupe préféré. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le domaine du rock, pour moi, il y a comment... j'ai perdu le nom, évidemment.
Bon, je retrouverai peut-être Ça plus tard. reviendra. Ouais. On le mettra dans le... Mais très éclectique aussi au niveau musical. J'écoute aussi bien du classique que de l'électro, que de la variété française. Voilà. Chacun ses moments. Attention, celui-là il est compliqué. Donut sucré, glaçage rose, fourré ou autre? Écoute, moi, mon préféré, c'est le donut cinnamon, parce que pour mon goût personnel, c'est le moins sucré. Et j'adore je sais même plus comment on dit en français, le cinnamon. Cinnamon. Cannelle. Cannelle. Voilà. Cannelle. Celui à la cannelle. Et j'aime bien aussi celui au chocolat. En fait, j'aime bien les goûts simples et francs. Goût au chocolat avec le glaçage d'un très bon chocolat qui se fait très bien. Mais mon préféré, si un jour vous avez l'occasion, c'est l'original glaze chaud sorti de chaîne de fabrication à Forum. On en distribue entre 17h et 19h. C'est vraiment croquer dans un nuage et ça, c'était une vraie expérience. Mais il y a la queue. Il y a un peu de queue. Ça se mérite. Le donut, c'est plutôt le matin, à la pause du 16h, ou c'est une fringale de nuit? Alors, la nuit, je dors, donc j'ai pas de problème avec ça. Plutôt le matin, pour un petit boost, un petit shot de plaisir le matin, quoi. Boutique physique, e-commerce ou drive-in à l'américaine? Les trois. Alors, drive-in en France, c'est un peu compliqué. Mais en fait, les trois, c'est-à-dire que c'est intéressant, cette notion d'opposer le brick and mortar et le e-commerce, parce qu'en fait, nous, ce qu'on essaye de faire en tant que marque, c'est d'être omnicanal. Et comme on est un produit d'impulsion, c'est-à-dire que nos clients n'ont pas besoin de manger des donuts tous les jours, c'est une envie. L'enjeu, c'est d'être au plus proche de leur envie. Et donc d'être présent tout le temps, proche de quand ils ont une envie, que ce soit en boutique ou je suis chez moi, je veux me faire livrer des donuts parce que j'ai pas envie de bouger de mon canapé, ou je passe chez Franprix et demain d'autres enseignes, des donuts pour les enfants au goûter, c'est exactement ça. Ouais. C'est de l'achat plaisir. L'achat plaisir, l'achat d'impulsion et donc être présent tout le temps au plus près du consommateur. Innovation, tradition ou disruption? C'est marrant, pourquoi tu opposes innovation et disruption? Parce que moi, ça va ensemble. Je les oppose pas. D'accord. Non, mais en fait, tu décides comme choix. Alors, certainement pas tradition, même si... dans la manière de fabriquer le donut. Ça, bien sûr. Et pour le coup, les recettes n'ont pas changé depuis 1937. Enfin, en tout cas, l'original glaze. Innovation, parce que moi, c'est mon moteur. C'est mon mantra, mon but dans la vie, après avoir fait une petite séance de coaching sur le surmoi, etc. C'est apporter aux gens un monde meilleur. Donc, innovation et disruption, parce que cette capacité, en fait, à prendre de la hauteur, et plus tu as de l'expérience, plus c'est facile à faire et plus c'est un automatisme. Mais c'est toujours pareil, c'est changer de prisme, en fait. Ouais. Regarder les choses autrement pour avoir une autre perspective, et c'est comme ça qu'on avance, quoi. Parce que sinon, moi, la pire phrase, en fait, que j'ai toujours vue dans les entreprises, et notamment quand j'étais en conseil, c'est « Pourquoi vous faites ça ?» C'est « On a toujours fait comme ça. » Petite anecdote, on était il y a peu de temps avec François Delahaye, qui est le CEO de Dorchester Collection, donc les Palaces. Il a cité exactement la même phrase comme étant quelque chose qu'il ne supporte pas. Donc je pense que c'est message à tous les auditeurs. On a toujours fait comme ça. Et la deuxième question, effectivement, la deuxième truc, c'est on change pas une équipe qui gagne. Ou un process qui gagne, c'est voilà, on a toujours fait comme ça. Et en fait, fuyez. Ouais, fuyez parce que en fait, c'est la mort à petit feu. Ouais. On a toujours fait comme ça. Alors j'en ai un dernier, qui n'est pas vraiment un speed questionnaire, mais si tu devais avoir un super pouvoir, ça serait quoi? Eh oui, il n'y a pas de briefing dans le podcast, c'est que de l'impro. Ouais, si je devais avoir un super pouvoir, je pense que c'est la capacité à convaincre les gens instantanément. Parce qu'en fait, pour avoir bossé pas mal dans l'innovation et dans les startups, convaincre les gens de changer leurs habitudes, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Ouais. Très beau pouvoir. Avant de la dernière partie, il me reste 3 questions. Est-ce que tu as une recommandation de lecture, un podcast, une newsletter
Le podcast que vous êtes en train d'écouter, évidemment. Non, plus sérieusement. Alors, moi, j'ai 2 bouquins qui sont, en tout cas dans les 5-6 dernières années, qui ont été vraiment des bouquins de chevet. Le premier, c'est Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, qui est un prix Nobel d'économie récent. Et en français, le bouquin s'appelle Cerveau. Non, c'est pas cerveau droit. C'est comment ça s'appelle Je l'ai pas celui-là. C'est sur les 2 vitesses de la pensée. D'accord. On mettra la description en descriptif. Ouais, cerveau 1, c'est cerveau. Attends, qu'est-ce que c'est? Bon, bref, je sais même plus le nom. J'aurais dû réviser avant de venir parce que j'adore ce bouquin. En tout cas, en anglais, Thinking Fast and Slow. Qui est un bouquin sur les neurosciences et qui est absolument passionnant et qui change la manière de... C'est pour moi une approche, le début d'une approche scientifique, vraiment 100% scientifique du marketing. D'accord. Okay. Et un deuxième bouquin qui est très peu connu, alors qui est lui disponible qu'en anglais, qui s'appelle The Book of Wild de Judea Pearl. Et en fait, Judea Pearl, c'est le père de l'ancien otage au Liban, Daniel Pearl. D'accord. Incidemment. Mais ce mec a inventé une nouvelle mathématique, qui est une mathématique qui est l'analyse causale. C'est pour ça que son bouquin s'appelle The Book of Why. Et en fait, je pense que c'est l'avenir de l'intelligence artificielle dans les prochaines années. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'intelligence artificielle est 95% basée sur la statistique et la corrélation. Et lui, il a développé une mathématique causale. Et donc, il explique dans son bouquin comment calculer une causalité entre 2 phénomènes. D'accord. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un mathématicien. Et dans son introduction de bouquin, il dit « Je ne sais pas à quoi ça servira. J'espère que des gens vont s'emparer de ma mathématique pour faire des choses extraordinaires. » Et je trouve ce prélude de bouquin très intéressant en disant « Je vous livre ça comme ça. » C'est de la vraie open source, quoi. Voilà, je suis un chercheur. J'ai réfléchi, j'ai posé cette mathématique. Faites-en ce que vous voulez. Je sais à qui je vais l'offrir. Est-ce que tu as un ami ou une connaissance que tu me recommanderais d'inviter dans le podcast, une ou plusieurs? Écoute, au cours de ma carrière, j'ai rencontré plein de gens extraordinaires. Je pourrais citer, par exemple, le fameux directeur scientifique qui est Cédric Hervé, qui aujourd'hui dirige Cardinal, ou encore Aude Guénaud, la fondatrice de Plume et qui bonjour Aude. Très pertinente sur les réseaux sociaux, ou encore une autre personne récente que j'ai rencontrée et qui est hyper intéressante, c'est Vincent Doumergue, le patron de Franprix, qui pour une enseigne comme Franprix reste quelqu'un de hyper accessible, hyper terrain. Et je trouve son approche, il se trouve qu'on a lancé le Krispy Kreme chez Franprix ensemble, et il y a une vraie implication de sa part et une vraie pertinence. C'est pas quelqu'un dans sa tour d'ivoire, et je trouve que dans le retail, c'est vachement important, quoi, de rester proche du terrain, du carrelage, comme ils disent là-bas. Super, merci beaucoup. Merci. Dernière question. Si on souhaite te contacter, la meilleure manière de s'y prendre? LinkedIn, c'est le plus simple. J'essaye de répondre à tout le monde. Ce que font peu de gens. Alors, à part les messages de prospection automatisés que je détecte à la 3 premières phases, quoique ils sont de plus en plus sophistiqués. Mais sinon, je décline très souvent parce que je n'ai pas forcément beaucoup de temps. Mais en tout cas, en général, j'accepte tout le monde sur LinkedIn et je réponds au moins au premier message. Ça m'intéresse pas, désolé, j'ai pas le temps, ou si je peux aider en de temps en temps, mise en relation, etc., je le fais volontiers. Merci beaucoup Thibaut. On va aller se faire un petit café là pendant que... Avec un donut. Merci. Merci Oméric. Merci de nous avoir accordé votre attention et j'espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter cet épisode sur Spotify et YouTube, mais également à vous abonner sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer un message sur LinkedIn, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.